Kalimera. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux un samedi matin pour assister à ce Salon des études, édition 2023, et à cette table ronde sur les études de licence. Donc, merci également à nos 4 intervenants qui sont venus de France pour nous présenter leur offre de formation et les modalités de candidature. Je précise donc que cette table ronde va avoir lieu en français avec traduction simultanée. Vous avez tous pu vous munir des écouteurs à l'accueil. Nous ferons en sorte, et merci à nos interprètes, de parler de manière distincte. Je précise également que la table ronde est rediffusée sur The Avlos et Facebook, qu'il est possible d'y accéder via le profil Facebook de l'Institut français de Grèce. Et celles et ceux qui souhaiteraient poser des questions de manière numérique peuvent le faire via le chat du Facebook, puisque The Avlos ne propose pas de chat. Donc, je vous présente nos 4 intervenants. À ma gauche, Emmanuel Gardounis, qui représente ici l'Université catholique de Lille et notamment le double diplôme en droit. Fabian Welt, qui représente Sciences Po Paris, qui est chargé de mission aux affaires internationales à Sciences Po. Alexandra Tcherska, qui est responsable de la promotion internationale à l'ICN Business School. Et Johan Van Gogh, recruteur BBA à l'ESSEC Business School. Donc, pour entrer dans le vif du débat qui intéresse les lycéens et leurs familles qui sont représentés ici, la première question que je souhaitais vous poser, c'est comment peut-on candidater dans les licences que proposent vos établissements, sachant qu'il y a 2 cas de figure. On a des lycéens qui sont en dernière année du lycée et qui souhaitent candidater pour la première année. On sait que ça se passe depuis quelques années à travers la plateforme Parcoursup, peut-être y a-t-il des exceptions. Et deuxième cas de figure qui existe, des personnes qui ont déjà entamé des études supérieures en Grèce et qui souhaiteraient éventuellement candidater à une 2e ou 3e année. Je vous laisse nous expliquer dans ces cas-là comment ça se passe, Emmanuel. Bien, bonjour à tous. Merci Vincent pour cette belle question qui nous introduit en fait sur les sujets. Je suis maître de conférence à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, donc je vais vous dire un petit peu comment ça se passe dans le domaine du droit, mais il y a un certain nombre de règles qui sont communes et que vous allez voir qu'elles concernent tout le monde. En fait, pour candidater en première année, il y a différentes voies. La voie la plus répandue est celle en fait du Parcoursup. Je ne sais pas si vous avez entendu en parler. C'est la voie qui permet en fait de faire une dizaine de vœux sur une plateforme et c'est tout un processus qui permet en fait d'envoyer toutes les candidatures aux établissements. Les établissements en fait reçoivent les candidatures, ils étudient les dossiers et après en fait le candidat reçoit un certain nombre de réponses. La principale difficulté étant justement qu'il va falloir qu'il fasse une sorte de stratégie d'hiérarchisation de soi parce que les réponses ne vont pas arriver au même moment. Donc, il faut qu'il soit prêt chaque fois qu'il va recevoir une réponse de dire ça m'intéresse, je le mets en attente et j'attends peut-être un autre vœu qui est bien classé. Donc, première voie d'entrée, ce Parcoursup. Il y a et c'est le cas également pour tous les lycées en France et aussi les lycées français à l'étranger. Si un étudiant, un candidat qui vient d'un lycée qui n'est pas française, comme pas mal des lycées grecs ici, ils doivent passer par Campus France dans ces cas-là. Donc, c'est cette voie-là qu'il faut privilégier et certifier un niveau de langue. Après, il y a d'autres voies de recrutement en première année. Il y a des concours, il y a des représentants de business school. Je ne sais pas s'ils sont soumis, mais je pense qu'ils sont mieux classés, mais mieux placés pour répondre à la question. Il y a différents concours auxquels il faut réussir pour entrer dans une école. Et pour répondre à la question parce que votre question portait également sur la partie entrée en master. En droit, pour entrer dans les études en droit, en fait, ce sont des études généralement en 5 ans.
en fait, Il y a Emmanuel. 3 années. Ouais. Pardon, la question portait sur ceux qui souhaitent entrer en deuxième ou troisième année de licence, Ah, pardon, c'est-à-dire qui je ont me suis... entamé le premier cycle en Grèce et qui souhaiteraient éventuellement Entrer partir en en première année. deuxième ou troisième année de licence. Dans ce cas-là, il va falloir que les candidats en fait s'adressent directement à l'établissement et qu'ils puissent certifier en fait un certain nombre de SCTS validés. Et en fonction de ce qu'il a fait avant comme étude, il pourrait éventuellement être autorisé d'entrer une deuxième ou une troisième année. Mais ça dépend également de prérequis de chaque formation, parce qu'en droit, il y a de formations qui combinent le droit avec Sciences Po, avec le droit international ou les études européennes, avec le management parfois. Donc, chaque filière a des prérequis qui sont particuliers. Donc, on ne peut pas donner une réponse unanime sur la question. Merci beaucoup. Fabien, du coup, je crois savoir qu'il y a des nouveautés au niveau de Sciences Po cette année pour candidater. Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Donc, à Sciences Po, on doit obligatoirement entrer en première année tout de suite après le bac. Donc, on ne peut pas entrer en deuxième année ou troisième année, c'est obligatoirement dès le début. Et il y a 2 voies. Donc, si on fait le bac français, donc si on est notamment dans un lycée français, on passe par le site Parcoursup. Sinon, si on fait n'importe quel autre examen final, n'importe quel autre type de lycée, on passe par le site web de Sciences Po. Mais la procédure d'admission est la même pour tout le monde. On va regarder les notes des 3 dernières années de lycée. Et c'est bien avoir de bonnes notes, mais ce n'est pas tout, parce qu'on va aussi demander des exercices écrits, dont notamment un essai sur une thématique historique, sociale, culturelle, et une série de petites questions sur la motivation du candidat ou de la candidate. Et ensuite, on va aussi faire passer un entretien d'admission. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Alexandra, du côté de l'ICN, quelles sont les modalités d'accès ? Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus tellement nombreux. Alors, pour expliquer un peu comment on peut accéder à une école de commerce, je pense que c'est un peu similaire à des autres cas aussi. Nous, on a effectivement ces 2 voies. D'une côté, Parcoursup pour ceux qui ont fait lycée français à l'étranger. Et il y a tout un préparatif à faire. Effectivement, vous pouvez participer aussi à des journées immersives pour voir à quoi se préparer. Il y a des préparations pour les concours. Et d'un autre côté, ceux qui viennent par l'admission internationale, c'est-à-dire ils viennent des écoles pas lycée français à l'étranger, ils ont en fait, c'est l'étude sur dossier. Il y a un dossier à présenter via notre site Internet. Et par la suite, il y a aussi un entretien en ligne. Et suite à ces 2 éléments, il y a une décision de jury académique qui est prononcée dans les 2-3 semaines qui viennent. Voilà, c'est peut-être moins stressant pour le concours général Parcoursup, mais il faut se préparer aussi bien avec tous les éléments. Merci. Et alors, Johan, du côté de l'ESSEC, comment ça se passe ? Donc bonjour et encore merci de l'invitation. Donc du côté de l'ESSEC, comment ça se passe ? On a aussi 2 voies d'admission. Donc première voie, donc via Parcoursup pour les étudiants qui passent un bac français en France ou dans les lycées français à l'étranger. Donc Parcoursup et également donc avec le choix de 10 vœux, il faut bien indiquer le BBA de l'ESSEC. Bien sûr votre choix de campus parce qu'aujourd'hui on a 3 campus, donc Singapour, Cergy et également Rabat au Maroc. Donc, bien indiqué billet de l'ESSEC. Et ensuite, vous allez devoir vous inscrire sur la plateforme Sésame, qui est une banque d'épreuves, le concours Sésame, où là, vous allez passer des épreuves écrites. Et ensuite, si vous êtes déclaré admissible, vous passez après un entretien de motivation et également un entretien d'anglais avec un jury. Donc, bien sûr, tout se fait à distance aussi pour les étudiants qui sont dans les lycées français à l'étranger. Donc, ça, c'est la première voie d'admission. La deuxième voie, donc la voie internationale, directement sur le site Internet, vous candidatez. Donc, c'est un dossier à remplir avec les bulletins de notes
des 3 dernières années, donc bien sûr seconde, première et terminale. Donc les étudiants qui passent un bac étranger, donc IB, International Baccalaureate, A-Level, etc., High School Diploma, peuvent candidater via cette voie-là. Donc c'est un dossier, les notes, ensuite un CV, il y aura différents éléments qu'on va vous demander, l'aide de motivation, recommandations des professeurs. Et ensuite, si vous êtes déclaré, bien sûr, admissible pour l'interview, vous passez une interview de 25 minutes avec 2 membres du jury. Donc, il y aura dans ces membres du jury un professeur en règle générale et un membre du staff de l'ESSEC. Et après, vous aurez une possibilité, 2 semaines après, vous aurez la réponse concernant votre admission. Donc, concernant les voies d'entrée, en effet, donc là, c'est les voies d'entrée directement sur la première année. Mais on a également une voie d'entrée sur la 3e année. Au sein de l'ESSEC, après donc 2 années d'études supérieures, donc 120 crédits ECTS. Donc ça, c'est très important afin d'être admis sur l'admission parallèle sur la 3e année. Mais par contre, nous n'avons pas d'admission en 2e année. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, après avoir fait le point sur les modalités administratives d'accès aux formations proposées, je rappelle simplement que nous avons fait un webinaire à l'Institut français de Grèce sur la manière de candidater sur Parcoursup. Donc, celles et ceux d'entre vous qui seraient confrontés à la nécessité de déposer des vœux sur Parcoursup peuvent consulter sur la chaîne YouTube de l'Institut français de Grèce le webinaire qui va rester en ligne dans les mois qui viennent. Ceci pour la partie administrative. Alors maintenant, parlons un peu du fond, c'est-à-dire les candidats ont droit à 10 vœux. De votre côté, vous recevez, j'imagine, une masse de candidatures impressionnantes chaque année. Alors, le profil type du candidat idéal pour vous, quels sont les critères qu'il devrait mettre en avant? Les résultats académiques, c'est-à-dire les notes, le niveau de français, la motivation formulée dans la lettre de motivation ou dans d'autres documents. C'est qu'est-ce que vous regardez en premier et qu'est-ce qui fera la différence entre les différents candidats lorsque vous allez recevoir cette masse de candidatures. Bon, alors les critères d'admission. En droit, il y a plusieurs critères d'admission qu'on vérifie chaque fois et tout dépend également du type de candidature, si c'est un candidat français ou c'est un candidat international. Le profil recherché et les éléments qu'on va vérifier chaque fois ne sont pas forcément les mêmes. Déjà, et c'est une constatation commune, il faut de bonnes notes en fait, scolaires. Donc, il faut absolument que sur un certain nombre de matières qui ont droit sont importantes, hein, comme les lettres, comme les langues, etc. On va vérifier les notes pour voir si effectivement la personne peut s'exprimer correctement en français. C'est très important pour le droit. Vous imaginez, nous, à la cathode de Lille, on a un projet qu'on utilise beaucoup, en fait, le projet Voltaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un projet, en fait, d'apprentissage et de correction, en fait, des erreurs d'orthographe. Et vous imaginez qu'en droit, lorsqu'on se retrouve avec une copie qui, sur la première page, présente déjà une trentaine de fautes d'orthographe, en droit, c'est important. Hein. Donc, un premier élément qu'on vérifie, c'est celui-ci. Et assez souvent, en fait, on a l'impression que tout s'arrête là. Parce qu'il faut avoir de bons résultats scolaires pour entrer dans un établissement supérieur. Et pourtant, ce qui va différencier un candidat de l'autre, c'est en fait d'autres éléments, comme par exemple, et là, c'est un élément très important dans le choix, c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation pour quelqu'un qui fait des études en France, dans ce domaine-là, et qui vient d'un autre pays, doit déjà répondre à la question pourquoi étudier le droit en France et pas en Grèce, par exemple, comme nous sommes ici, et pourquoi en particulier dans cet établissement. Donc, il y a un raisonnement en fait, à monter dans la lettre de motivation expliquant déjà que le système juridique français et le système juridique grec sont très similaires, qu'il y a pas mal de domaines où le droit grec s'est inspiré du droit français. Et du coup, faire des études en fait en France en droit, c'est rien d'autre en fait qu'aller aux sources en fait de règles qu'on applique actuellement en Grèce pour voir un petit peu comment elles ont été nées et comment en fait les législateurs les a établies, les a appliquées dans un pays en particulier. Il y a d'autres éléments de différenciation également.
Et assez souvent en Grèce, on le méconnaît, c'est la question des stages. On n'a pas les candidats que nous recevons dans la faculté de droit en France viennent assez souvent avec un petit stage d'une semaine ou 2 semaines dans un cabinet d'avocats. Assez souvent, c'est un contact qu'ils avaient juste pour observer un petit peu, découvrir ce que ça donne. Alors qu'on a, et ça, je vous le dis parce que moi, j'enseigne en France, mais je plaidais pendant plusieurs années et exerçais la profession d'avocat en Grèce. Je vous dis que les juristes grecs, ils attendent la fin des études pour commencer à faire un stage. Or, ce n'est pas le cas. Il faut absolument, c'est quelque chose, un élément de différenciation de votre dossier. Si vous, je pense que ce n'est pas très compliqué de faire un petit stage en Grèce de quelques semaines qui pourrait vraiment être très valorisant dans l'hypothèse où vous candidatez auprès d'un établissement français pour faire des études en droit. Donc voilà quelques critères de base. Après, je pense que en fonction de ce qu'on veut faire avec le droit, parce que le droit, on a l'impression que ce sont des études assez classiques et qu'on fait juste du droit. Je vous avoue qu'en France, on fait du droit on combine le droit avec pas mal d'autres sciences, avec les sciences politiques, avec le management, avec les études européennes. Donc, il y a pas mal de filières qui mènent en fait vers de professions qui associent plusieurs compétences. Mais là, je pense que c'est peut-être une autre question, donc je ne veux pas aller trop loin. Mais effectivement, la question de la pluridisciplinarité, c'est une caractéristique du système français. Sciences Po, c'est par excellence le genre d'institution qui pratique l'interdisciplinarité. Johan, j'en reviens d'abord à la question initiale. Les critères d'admission et sur quoi est-ce que les recruteurs de Sciences Po se basent pour choisir les candidats? Et effectivement, peut-être dire un mot de cette dimension pluridisciplinaire. Merci. Donc, tout d'abord, à Sciences Po, il n'y a pas de profil type qu'on admet, malheureusement, sinon ce serait trop facile. Mais en fait, chez nous, on aime beaucoup, on aime avoir un maximum de diversité parmi nos étudiants. Donc, on ne veut pas un type normé de candidat, mais chacun peut apporter ce qui le distingue des autres. Ceci dit, il y a quand même quelques caractéristiques que tout le monde a en commun. Le premier, c'est d'avoir des bonnes notes, ce que j'ai déjà mentionné. C'est important. Ensuite, de manière générale, nos étudiants s'intéressent beaucoup à la politique et à la société. Si vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe dans le monde, sans doute Sciences Po n'est pas la meilleure formation pour vous. Donc, il faut s'intéresser aux questions de société et de politique. Et ensuite, nos élèves sont aussi très engagés. Ce sont typiquement des personnes qui veulent changer le monde, qui veulent en tout cas laisser leur empreinte sur le monde. Donc ça, c'est important. Ensuite, comme en droit, on regarde aussi l'expression écrite, même si on le prend évidemment en compte si un candidat s'exprime dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et on regarde aussi l'expression orale, parce que comme je t'ai dit, il y a un entretien. Et puis, on regarde aussi comment les élèves structurent leur pensée. Déjà, quelles sont leurs pensées, quelles sont leurs idées, est-ce que ces idées sont originales et comment elles sont construites. Donc ça aussi, c'est important. Et puis aussi, ce que Emmanuel a dit aussi, les critères, disons, formels, comme éviter les fautes d'orthographe, éviter les fautes de frappe aussi, les fautes de syntaxe, ça c'est important. Et en termes de langue, nous avons 2 langues d'enseignement qui sont le français et l'anglais. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de parler couramment ces 2 langues. On peut commencer avec un niveau intermédiaire et nos enseignants ont l'habitude de travailler avec des étudiants étrangers. On veut aussi avoir des étudiants étrangers. On a à peu près 50% de nos élèves qui ne sont pas français et on les accueille même s'ils ne parlent pas parfaitement le français et vous pouvez ensuite parfaire votre français une fois sur place chez nous. Et puis en ce qui concerne la deuxième question, la pluridisciplinarité, nous enseignons 5 matières à la fois au niveau de bachelor et tout le monde doit faire un peu de tout. Donc c'est la science politique, y compris les relations internationales, mais c'est aussi la sociologie,
l'économie, le droit et l'histoire. Tout le monde doit faire un peu de tout ça, même si on peut se spécialiser. L'idée, c'est que d'abord, ce sont des matières qui sont importantes pour comprendre le monde, la société et la politique. On peut aborder ces sujets de société et de politique de différentes manières et on veut proposer un maximum d'angles différents. Ensuite, on veut aussi laisser aux étudiants la possibilité de découvrir différentes disciplines pour qu'ils puissent réfléchir sur ce qu'ils veulent vraiment faire, ce qui les intéresse vraiment. Donc, comme ça, on n'est pas obligé à 17 ans de savoir parfaitement ce qu'on veut faire pendant les 50 années suivantes, mais on peut encore explorer pendant le bachelor. Et troisièmement, et ça aussi c'est important, il y a différentes manières de réfléchir. Et un historien ne réfléchit pas forcément de la même manière qu'un économiste ou qu'un juriste. Mais nous, on veut que nos élèves soient capables de toutes ces différentes manières de réfléchir. Voilà, merci. Merci, oui. Donc, toujours sur la question des prérequis qui, en fait, on l'a vu, sont déjà un peu connectés très logiquement au contenu des enseignements. Donc, Alicienne, qu'est-ce qu'il en est? Alors, du coup, je vais rebondir sur le sujet parce que effectivement, on s'est rejoint sur ce point avec Sciences Po. On a une école de commerce, alors on forme des managers qui vont travailler dans la communication, marketing, finance par la suite. Des managers responsables, c'est certainement le mot-clé chez nous. Mais aussi ICN, qui vient, notre campus est notamment on est à Nancy, Paris, à Berlin en Allemagne. Mais à Nancy, depuis 20 ans, on fait partie d'une alliance qui s'appelle ARTEM, qui fait référence à Art Technology Management. Et en fait, ça vient d'une coopération qu'on a créée avec l'école des mines et l'école des arts qui se trouvent sur le même campus. Et dans chaque programme, en fait, notamment pour les programmes de bachelor, on a toujours les composantes transdisciplinaires qui sont très importantes chez nous. On est une école qui n'est pas grande parce qu'on a à peu près 3000 étudiants. Et du coup, on regarde on regarde les profils de près qui on accepte chez nous. Alors, il y a le côté notes qui est très important, bien sûr. Motivation, pourquoi venir étudier en France? Peut-être une petite idée, qu'est-ce qu'on veut faire par la suite. Mais c'est aussi c'est quelque chose de plus qu'on peut expliquer pendant l'entretien, notamment. Voilà, qu'est-ce qu'on aime, même à côté, pour montrer le côté personnel, un peu la personnalité qui sort du commun, parce que c'est ce qu'on souhaite aussi, d'avoir des étudiants qui s'alimentent mutuellement. Et c'est ce que tu viens de dire. En fait, on ne pense pas, un historien, il ne pense pas de la même façon qu'un juriste, par exemple. Chez nous, c'est la même chose. On va travailler dans le business, mais on va travailler avec des artistes, parce que les artistes, ils ont besoin aussi de business. On va travailler dans la finance, mais aussi peut-être pour les ingénieurs. Du coup, c'est très important de comprendre leur fonctionnement et d'apprendre aussi leur façon de faire. Voilà, c'était le complément. Alors, un peu de l'originalité aussi. C'est important, je pense. La France, en général, aime l'international. Et si ça peut se marier encore avec une personnalité, c'est tant mieux. L'international, on en reparlera. Effectivement, les établissements d'enseignement supérieur et en particulier les business schools sont aussi très attentifs, j'ai l'impression, aux éléments de personnalité extra-universitaires. Joanne, du coup, qu'en est-il à l'ESSEC? Voilà, donc concernant l'ESSEC, bon, ça rejoint un petit peu mes confrères un peu sur certaines, je dirais, profils qu'on recrute. Sur la partie, nous, par exemple, on va recruter des étudiants qui sont tout d'abord ouverts sur le monde, des étudiants qui comprennent l'environnement, que ce soit politique, économique, dans lequel ils évoluent. Aussi des étudiants qui sont engagés dans la politique sociétale, sur les problématiques liées à l'environnement. Donc, c'est très important. Et d'ailleurs, au sein de l'ESSEC, on a une politique actuellement qui s'appelle la politique RISE,
où on met en place des actions pour tout ce qui est développement durable. Et donc, nos étudiants sont impliqués sur des formations sur le développement durable, également sur des actions également dans la ville de Paris et dans les alentours. Donc, on apprend vraiment à nos étudiants à être engagés et comprendre le monde dans lequel ils évoluent pour qu'ils puissent laisser une empreinte positive pour les générations à venir. Donc ça, c'est le premier élément qu'on va prendre en compte, c'est ce côté sociétal, environnemental et également développement durable. Deuxième point, c'est les étudiants aussi qui ont une forte capacité d'adaptation. Parce que notre programme, donc notre BBA, Global BBA, qui est sur 4 ans, les étudiants devront aller sur différents campus, devront s'adapter à différents environnements, discuter aussi avec des étudiants qui viennent de différents milieux. Donc voilà, cette capacité d'adaptation à différents profils, ça on va essayer de le détecter durant les interviews qui vont passer directement en ligne. Donc voir si ils ont cette capacité assez forte à s'adapter à différents profils. Ensuite, élément très important et pareil qui rejoint aussi mes confrères, c'est les notes. Voilà, pour intégrer notre école, il faudra des bonnes notes, un bon niveau sur les matières quantitatives, donc les maths bien sûr, aussi l'économie, d'autres matières aussi sur l'histoire, peut-être la géopolitique et ces matières-là. Après, ce que je pourrais dire, c'est pendant l'interview, on va vraiment détecter le côté aussi international de l'étudiant. Voilà, parce que certains étudiants ne correspondent pas du tout, alors que ce soit aussi aux valeurs aussi. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Les valeurs, est-ce que l'étudiant correspond aux valeurs de l'école? Est-ce que l'école correspond aussi aux valeurs de l'étudiant? Donc, pendant l'interview, c'est vraiment un échange entre les deux parties. Vous pouvez poser des questions au jury et le jury va bien sûr vous poser des questions. Donc voilà, les valeurs de l'école aussi, je dirais, c'est quelque chose de très important et qu'il faut noter. Est-ce que vous adhérez à ces valeurs, les valeurs sur l'environnement, le développement durable? Est-ce que vous êtes capable de vous intégrer à cet environnement-là? Donc voilà. Ensuite, le côté international professionnalisant. Donc, on va voir sur le parcours de l'étudiant s'il a eu une expérience peut-être de stage. On le sait très bien qu'en classe de 3e, il y a toujours un stage. Donc, voir comment il a pu mettre cette expérience en avant dans le cadre du projet motivé. Alors, si l'étudiant postule via Parcoursup, le projet motivé, on va bien analyser et voir ce que l'étudiant a mis en avant. Donc, on recherche le côté international, le côté capacité d'adaptation et peut-être aussi le stage. Qu'est-ce qu'il en a peut-être retiré? Voilà, ce qu'il a pu développer, ce qu'il a pu mettre en place. D'accord, merci à tous. Donc je retiens l'importance de la motivation, de la lettre de motivation, l'importance de la dimension extra-académique de la candidature, avec déjà un pas dans la professionnalisation. Et j'en profite pour vous poser une question très, très précise. Est-ce que vous tous, pour la première année, acceptez des étudiants avec un niveau B2 en français? Oui, c'est le cas partout, très bien. On sait que certains établissements, pour des niveaux un peu plus élevés, commencent à demander le C1. Donc, en l'occurrence, avec un B2, on est bon. D'ores et déjà, alors on a parlé de la question de la professionnalisation. On a abordé quand même la question de l'internationalisation. De nombreuses personnes sont demandeuses de formation anglophone en France, de plus en plus. Alors, est-ce que vos établissements en proposent? Quelle est éventuellement la part des enseignements en anglais, la part des enseignements en français, parce que ça peut être mixte. Et au cas où il n'y a pas une telle offre, quelle est la dimension internationale offerte par les établissements? Est-ce que, par exemple, il est possible de faire des semestres à l'étranger? Est-ce qu'il y a des partenariats avec des universités étrangères? Comment est-ce que vos établissements les projettent sur le marché international? Tout d'abord, parce que là, il y a deux questions. La première question, c'est la question en fait, de la place de l'anglais dans les formations. Dans la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, nous avons différentes filières où la place de l'anglais est très différente. Donc, commençons par la voie classique, la licence de saisie, où l'anglais, c'est juste la découverte un petit peu du vocabulaire en anglais. C'est plutôt qui s'amène vers des professions classiques, avocat ou juge en France, etc. Donc, c'est vraiment plutôt orienté vers le droit interne. La licence, par exemple, européenne,
là, il y a en fait un pourcentage d'anglais qui, dès la première année, est autour des 50% de matière. Donc, en France, déjà, en droit, il est indispensable qu'il y ait de français. Donc, en première année, on n'a jamais des études en France où on fait à 100% tout en anglais, parce que c'est impossible. On ne peut pas faire le droit constitutionnel, par exemple, français en anglais. Ça ne fait pas de sens. Mais en même temps, en fonction de la filière, la place de l'anglais augmente. En fait, dans la licence européenne, par exemple, il y a aussi d'autres langues qui sont proposées parfois. C'est une licence parfois trilingue, avec l'espagnol aussi ou allemand. Ça pourrait être, par exemple, si un candidat connaît l'allemand, ça pourrait être vraiment un élément valorisant pour ce candidat. Et puis, il y a d'autres formations qui associent le droit et le management. On a un partenariat avec l'EDEC, une autre école de commerce, où l'étudiant fait dès la première année du droit et du management. Il va être dit déjà par mes collègues que la place de l'anglais, surtout dans les écoles de commerce, est très importante. Donc, vous imaginez que dans ce parcours-là, la place en fait, de l'anglais est beaucoup plus importante. On arrive parfois à 60% en anglais en première année dans un double cursus comme celui-ci. D'autant plus que dans un certain nombre de formations, il y a cette possibilité, là je reviens sur la deuxième question, la question des échanges universitaires. Il y a des formations où l'étudiant peut partir en Erasmus ou en accord bilatéral avec un partenaire qui ne pourrait pas forcément être en Europe. On peut très imaginer, on a 250 partenaires, nous, en fait, partout dans le monde, ce qui fait que l'étudiant peut partir aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Donc là, on est dans un contexte d'accord bilatéral. Par contre, s'il part au sein de l'Union européenne, c'est un échange Erasmus. Là, forcément, la grande majorité de cours sont proposés en anglais pour les étudiants en échange. Du coup, ça suppose en fait un beau niveau d'anglais. Mais aux études en droit, on propose généralement un échange universitaire à partir de la 3e année et pas avant, parce qu'il y a de fondamentaux du droit à apprendre avant de pouvoir aller dans un établissement étranger et vraiment se spécialiser un petit peu sur un domaine. Donc, effectivement, si on peut résumer, la place de l'anglais est de plus en plus importante et c'est un élément qu'en tout cas pourrait différencier un candidat grec des candidats français. Parce que lorsqu'on voit, je reviens un petit peu sur la question précédente, mais c'est juste à titre de complément, lorsqu'on a un candidat étranger, en fait, effectivement, on va plutôt vérifier son niveau de français, parce que surtout pour les candidats grecs, on sait très bien que le niveau d'anglais est assez élevé, et du coup, ça ne pose pas de difficulté. Donc, c'est plutôt le français qu'on va vérifier que pas l'anglais. Merci. Et du coup, à Sciences Po, cette dimension internationale. Oui, merci pour cette question parce qu'à Sciences Po, le côté international est vraiment au cœur de la formation. Tout d'abord, à Sciences Po, nous avons 7 campus différents et 6 sur 7 ont une spécialisation régionale. Donc, il y a le campus de Paris qui n'en a pas. C'est un programme généraliste. On traite des questions qui n'ont pas de lien avec une région particulière du monde. Sur tous les autres campus, on se spécialise sur une région du monde. Donc, on a par exemple au Havre un campus spécialisé sur l'Asie, à Nancy un campus spécialisé sur l'Union européenne en général et le partenariat franco-allemand en particulier, à Dijon un campus spécialisé sur l'Europe centrale et orientale, etc. Toutes les régions du monde sont représentées. Donc là, on retrouve déjà une dimension internationale. Et ensuite, chacun des campus a une politique linguistique un peu différente. Donc, il y a 3 campus où on peut tout faire en anglais, sans parler français. C'est le cas à Reims pour la spécialisation Amérique du Nord, au Havre pour l'Asie et à Menton pour le Moyen-Orient. Sur les autres campus, c'est un mélange entre français et anglais. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, pas besoin de parler couramment ces 2 langues, un niveau intermédiaire suffit. Et en plus, à Poitiers, on a un campus spécialisé sur l'Amérique latine. Là, on a quelques cours en espagnol. Et à Nancy, on a quelques cours en allemand, mais on n'est pas obligé de parler ces 2 langues dès le début de première année, mais c'est conseillé. Donc ça, c'est déjà le premier côté international. Ensuite, chez nous, les bachelors durent en règle générale 3 années, dont 2 années en France, sur un de nos campus, et une 3e année obligatoirement à l'étranger. Et si je dis à l'étranger, ça peut vraiment être partout.
on a environ 500 universités partenaires. Je dis qu'on peut partir à peu près partout où il est sûr d'aller, où les conditions de sécurité le permettent et où il y a une université pas trop mauvaise. S'il y a ces deux conditions-là, alors on peut y aller faire une 3e année d'études. Et dernier point, on propose aussi des doubles diplômes. Donc là, ce sont des formations non pas en 3 ans, mais en 4 ans. Et l'idée, c'est qu'on passe 2 années à Sciences Po, comme tous les autres élèves. Les 2 premières années sont les mêmes. Mais ensuite, on passe 2 années dans un établissement partenaire. Il y a 9 universités avec lesquelles on propose ça. Donc, par exemple, University College à Londres, Columbia University à New York, l'Université de Californie à Berkeley, les universités de Sydney, de Hong Kong, la Freie Universität à Berlin. Donc 9 partenaires avec lesquels on propose ce programme de double diplôme. Et l'idée, c'est qu'après les 4 années, vous n'obtenez pas seulement le diplôme de Sciences Po, mais aussi le diplôme de l'université partenaire. Donc vous sortez avec 2 diplômes et avec une connaissance approfondie de la France, parce que vous avez passé 2 années en France, mais aussi d'un autre pays du monde. Et je dis que si vous faites ça avec la Freie Universität à Berlin, il y a même 3 cultures, la culture française, allemande et européenne. Voilà, merci. D'accord. Donc, dans les business schools, j'imagine que la dimension internationale va de soi. Cette dimension est très importante chez nous. Et je vais me focaliser sur, effectivement, Bachelor. C'est un programme chez nous qui donne grade de licence après 3 ans. Et on a la possibilité de le faire complètement en anglais sur le campus parisien. On peut aussi changer les campus, c'est-à-dire c'est possible de faire 3e année à Nancy ou à Berlin. C'est possible d'aller pour un semestre à Berlin et faire ses cours en anglais, parce que tous nos cours sont en anglais. On n'a pas une option allemande, même si l'étudiant il peut apprendre allemand, mais c'est facultatif. Ça en plus. Alors, cette partie internationale, elle est visible notamment justement par ce parcours anglophone. Aussi, une promotion. On n'a pas des promotions énormes. On a une 20aine, 30aine d'étudiants maximum par promotion en anglais. En français, il y en a un peu plus. En fait, c'est très multiculturel. Alors, on a vraiment 50%, même plus, des étudiants qui font ce parcours. Ils viennent du monde entier, ce qui est vraiment génial. C'est très enrichissant. Et dans le programme académique, effectivement, en 3e année, on peut bénéficier d'un échange. Et on a 80 partenaires académiques. Ils sont tous triple accrédités. C'est-à-dire qu'on a les écoles de business, ils ont certains standards au niveau académique, partenariat universitaire. Et du coup, on est très fiers pour dire qu'on a des bons partenaires universitaires à l'international. Et c'est aussi possible de faire un double diplôme. On propose actuellement 9 possibilités avec 9 universités partenaires dans le monde entier. Ça peut être en Allemagne, en Irlande, en Corée du Sud, en Japon aussi, en très belle université Nagoya, en Japon. Du coup, tout à fait, c'est accessible et effectivement, ça fait partie intégrante de parcours de faire une expérience à l'international. Voilà. Merci. Du côté de l'ESSEC? Donc, concernant l'ESSEC, la dimension internationale également est très importante au sein de l'école. Aujourd'hui, on a plus de 100 nationalités dans l'école, 40% des étudiants qui sont internationaux. Et aujourd'hui, la dimension internationale, elle se décline sur les 3 campus, donc le campus à Paris, le campus à Singapour et le campus au Maroc. Et d'autre part, on a également plus de 175 échanges dans le monde
en Europe, aux États-Unis, Canada, etc., pour nos étudiants. Donc, comment je vais me faire, par exemple, aussi un focus sur le bachelor. Alors, sur le bachelor, donc en 4 années d'études, les étudiants sur les 2 premières années devront en fait rester sur les campus ESSEC. Donc, soit commencer la première année en France ou à Singapour. Le programme, également très important, est entièrement en anglais. Donc, on ne va pas demander, par exemple, à nos étudiants d'avoir un niveau B2 en français ou autre. Le programme est en anglais, d'office. Donc, en effet, les étudiants devront avoir un très bon niveau. Donc, soit un TOEFL avec un niveau 90, soit un Cambridge avec un niveau C1 175, ou un IELTS avec un niveau 6.5. Ensuite, durant la 3e et 4e année, c'est là où les étudiants vont déjà se spécialiser sur certaines matières et également, ils auront cette possibilité de partir en échange. Donc, il y a une possibilité, il y a 3 possibilités sur la 3e et 4e année, c'est de faire soit 6 mois d'échange durant les 2 dernières années, ou faire 1 an d'échange, ou également aussi 1 an double diplôme. Aujourd'hui, on a 10 doubles diplômes un peu répartis dans le monde. Pareil, beaucoup en Asie, aux États-Unis, Europe et aussi Middle East. Donc, on a des échanges. Donc, à la fin de la 4e année, les étudiants auront à la fois le diplôme de l'ESSEC et le diplôme, par exemple, de l'école en question. Donc, voilà comment nous, on peut définir le côté international au sein de l'ESSEC Business School. Et puis aussi dans les méthodologies de travail sur le campus, on va toujours essayer de faire des groupes mixtes, donc faire travailler des étudiants français avec des étudiants d'autres origines pour qu'ils comprennent et qu'ils commencent surtout à travailler avec d'autres nationalités, d'autres profils. Parce que dans le monde de l'entreprise, plus tard, les étudiants sont confrontés à travailler avec d'autres nationalités et d'autres aussi manières de penser. Donc, par exemple, un étudiant français aussi n'aura peut-être pas les mêmes méthodologies qu'un étudiant qui vient de l'Asie et pas aussi les mêmes coutumes. Donc ça, pareil aussi, on va apprendre aussi les coutumes dans chaque pays. Et d'ailleurs, ils auront des cours aussi spécifiquement sur les coutumes dans certains pays au niveau business. Et ça, c'est très important, comprendre comment les personnes travaillent, et aussi c'est de la psychologie. Donc, ils auront aussi des cours de psychologie sur le programme. Donc, voilà comment on met en place ce côté international au sein de l'ESSEC, au sein des 4 années d'études. Merci beaucoup. Merci. Alors, malheureusement, le temps passe très, très vite. On va, sans tarder, passer aux questions du public. Je rappelle simplement que les personnes qui nous suivent sur The Avlos ou Facebook peuvent poser leurs questions sur le chat de Facebook. Emmanuel, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose au sujet de l'accompagnement? Il y a des tas de questions que j'aurais souhaité poser par rapport sur la question du logement, mais sur la question de l'accompagnement. Oui, je pense en fait que c'est très important parce qu'on est devant un public de futurs en fait, étudiants grecs dans un établissement français. Donc, je pense que pour vous, l'accueil dans un établissement doit être très important. La façon d'intégrer en douceur, en fait, c'est arrivé parce que déjà l'étudiant doit absorber le fait qu'il change de pays, qu'il quitte sa famille, il y a en fait déjà une adaptation qui doit se faire dans un environnement, dans un pays différent. Et déjà, l'établissement universitaire euh, doit certainement donner un coup de main là-dessus, justement pour que l'accueil soit fait. Du coup, c'est très important de votre côté de faire un choix sur comment dire, sur un établissement qui pourrait vous accueillir et vous permettre de vous accompagner pendant les 3 années des licences, d'autant plus qu'assez souvent, il y a des domaines comme le domaine du droit que l'étudiant n'a pas vu en école. Donc, il fait un choix il va tester un petit peu pendant son première année. Et là, c'est une constatation générale. L'avantage des études en France, de manière générale, c'est que ce n'est pas un choix qui est définitif et qu'on doit aller jusqu'à la fin de nos études. Dans ce domaine-là, il y a des admissions parallèles, de possibilités de basculer dans d'autres écoles, dans d'autres formations qui pourraient être mieux adaptées pour chacun d'entre nous. Hein. Chacun est une personnalité différente. Du coup, je pense que c'est très important de prendre en considération cet élément. Il y a pas mal d'établissements très réputés en France, très grands, surtout dans le secteur public, mais où l'étudiant il est un petit peu
perdu, je pourrais dire, en fait, dans la masse. C'est un avantage parfois pour un étudiant, hein, de se retrouver dans un grand public et de ne pas s'identifier tout de suite. Mais parfois, il existe des candidats qui ont besoin de cet accompagnement-là. Donc, ayez en tête cet élément-là. Je pense que ça doit être un critère dans vos choix. Bon, tout à fait. C'est quelque chose que peut-être les questions du public nous permettront d'aborder. Oui. Alors, est-ce qu'on peut juste donner un micro pour la salle? Merci. Avant de donner la parole à notre public, Nice et Monsieur Fabien Vell de Sciences Po. Je vais d'abord poser la question en grec pour Monsieur Garzounis. Για τις νομικές spouses, ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο? quel est le niveau de connaissance pour les études en droit? Pour que ce soit équitable pour tout le monde, c'est les niveaux B2 qu'on demande en fait pour le français. Pareil aussi pour l'anglais, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'important c'est... Pour Sciences Po, il y a une question si vous acceptez le titre de la faculté des droits pour des études de master. Oui, tout à fait. Au niveau de master, on peut postuler avec n'importe quel bachelor. Toutes les disciplines sont les bienvenues. Ok. Υπάρχουν στο κοινό. My question is going to be in English. Ή ελληνικά. Δεν ξέρω. Στο Sciences Po, if I get in Sciences Po, if my child gets in Sciences Po, you have to choose which will be the third year. If I want to be URL, you're going to be Columbia. You have to choose in advance which way. Donc je vais répondre en français, si ça va. Si on veut faire un double diplôme, donc en 4 années, il faut y postuler pendant la dernière année de lycée. Par contre, si c'est une année d'échange, donc le programme classique en 3 ans, dans ce cas-là, on n'est pas du tout obligé de choisir au moment de postuler. Mais en deuxième année, on prépare les étudiants à leur échange. Je le fais moi-même pour les pays germanophones, l'Europe centrale et les Balkans. Donc, je fais d'abord une réunion collective où je présente les différentes universités partenaires. Et ensuite, je rencontre chaque étudiant personnellement et on échange sur la meilleure destination pour son projet individuel. Et donc, c'est au milieu de la deuxième année que les élèves postulent pour la destination de troisième année. Donc, on n'est pas du tout obligé de le savoir à l'avance. I have another one. What about double licence? You have to know when you put in your vœux in Parcoursup. When you put your double licence en Sciences Po, you have to choose which double licence. Yes, you have This to choose. is a vœu. You can put a vœu, a suvet. Alors, ça dépend du double diplôme. C'est assez technique. On peut peut-être en échanger après sur le stand. Il y a quelques doubles diplômes qui passent par Parcoursup. Et il y en a d'autres qui passent sur le site web de partenaires. Et il y a celui avec UCL qui passe par UCAS, qui est le Parcoursup anglais, pour faire simple. Mais en tout cas, il faut y postuler en dernière année de lycée. When you discuss about English-speaking universities, you mean? If you want Hong Kong, whatever? Yes. Bonjour, c'est pour l'ESSEC. En fait, j'ai vu que vous aviez le programme d'apprentissage et je voulais savoir aussi, est-ce qu'il était proposé pour les BBA? Ça marche? Oui, ok, parfait. Alors, concernant l'apprentissage, en effet, sur notre Global BBA, les étudiants ont la possibilité sur les 2 dernières années, en fait, de rentrer sur ce système d'apprentissage. Donc, comment ça va se dérouler? Donc, nos étudiants, donc, durant les 2 dernières années d'études, vont faire 1 an en entreprise.
Donc, en général, après, tout dépend du système d'alternance parce qu'on a énormément de systèmes d'alternance. Ça peut être 6 mois, etc. Mais globalement, sur les 2 dernières années, 1 an en entreprise, 6 mois d'échange, donc dans l'un de nos 175 partenaires, et également 1 an à l'ESSEC. Donc voilà. Et sur les 2 dernières années, ils seront accompagnés. Donc, ils auront un tuteur au sein de l'ESSEC et également un tuteur dans l'entreprise pour les accompagner sur l'évolution, sur également ce qu'ils souhaitent peut-être faire aussi après cette année d'apprentissage. Donc voilà, ils sont vraiment coachés. Autre élément important sur l'apprentissage, ils auront également bien sûr un salaire légal sur une grille de salaire. Et également, l'entreprise prend en charge les frais de scolarité. Donc, on a beaucoup d'étudiants aujourd'hui, en effet, sur les 2 dernières années, environ 30% d'ailleurs, au niveau des stats, 30% des étudiants qui sont sur l'alternance et ils sont dans des cabinets de conseil, KPMG, EY, etc., PwC, Boston Consulting Group, dans le luxe, voilà, dans différents secteurs. Et en effet, on a un service carrière qui les accompagne, alors, soit dans leur recherche d'alternance ou de stage, mais ils sont vraiment coachés sur cette partie voilà, rédaction de CV, l'aide de motivation, être à l'aise également pendant les entretiens de motivation pour trouver leur alternance. Et également, on a ce qu'on appelle les Talent Days. Donc, c'est 2 jours sur le campus où on a à peu près plus de 100 entreprises qui viennent directement rencontrer nos étudiants pour les recruter sur les stages ou alternances. Donc, ils sont vraiment accompagnés sur cette partie-là. Et les étudiants ont également une plateforme qui s'appelle Job Teaser, où là, il y a des offres spécifiques qui sont mises à disposition de nos étudiants. Donc, ils sont vraiment accompagnés avec ces services carrière. Et voilà, 30% des étudiants sont sur l'alternance dans différents secteurs, marketing, communication, consulting, finance, etc. J'en profite pour faire une parenthèse. La question de la professionnalisation, on n'a pas eu le temps de l'aborder tant que ça. Elle commence bien évidemment par ce qu'Emmanuel avait dit en introduction, c'est-à-dire déjà faire des stages, ce que vous pouvez faire dès la première année et tout au long de la licence. Et c'est déjà une manière de se professionnaliser, de se construire un CV. Les stages sont des expériences considérées comme professionnelles à part entière. Il y a d'ailleurs une rémunération qui doit être, je crois, de l'ordre de 500 €, enfin qui est un peu plus que symbolique. Elles sont proposées dans à peu près tout le système universitaire français. Et puis évidemment, la modalité suprême de la professionnalisation, c'est l'alternance, c'est-à-dire cette capacité qui n'existe pas en Grèce, donc ça distingue un peu les 2 systèmes, d'étudier tout en travaillant dans le secteur des études, de la manière dont Johan vient d'expliquer. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. Bon, j'ai 2 questions pour Monsieur Gardonis. Premièrement, petite question, mais grande aussi. Est-ce que votre université est une université publique ou privée? Bon, et si oui, privée, quels sont les frais de scolarité? Et la deuxième question, une fois ces études accomplies chez vous, pour un élève, un étudiant grec, quelle est la procédure de reconnaissance de son diplôme en rentrant en Grèce? Comment il peut avoir la reconnaissance ou la possibilité d'être un avocat en Grèce? Merci. Très bonne question et merci. Déjà, l'Université catholique de Lille, il porte le titre d'université. Donc, c'est un établissement privé qui pourtant est appelé université. C'est le cas de toutes les universités catholiques de France. Il n'y a pas uniquement la Catho de Lille. Hein. J'ouvre une petite parenthèse parce qu'il a été dit tout à l'heure pour vous signaler que l'Université catholique de Lille est présente bien évidemment avec son campus principal à Lille, mais également sur la région parisienne à Issy-les-Moulineaux. Donc, je ferme la parenthèse très rapidement. Donc, établissement privé d'intérêt général, donc le statut de SPIC comme on l'appelle, qui signifie que c'est un établissement qui est en conventionnement avec un établissement public français, une faculté de droit française. Nous, on est en conventionnement actuellement avec l'Université de Toulouse 1 Capitole. Ce qui fait que, qu'est-ce qui change en fait? Ça signifie que tout le programme qu'on propose, déjà, ils ont l'agrément de l'université publique. Ça signifie que dans nos jurys, en fait, sont présidés par le doyen de la faculté de droit et le doyen de Toulouse. Donc, il y a en fait une coordination sur un certain nombre de choses. Et bien évidemment, il y a un accueil éventuellement d'étudiants entre les 2 établissements qui sont partenaires en fait dans cette relation. Donc, on parle bien d'un établissement qui délivre des diplômes d'État, hein, donc des diplômes français publics.
c'est l'Université de Toulouse 1 qui délivre les diplômes. Il n'y a pas de diplôme d'État de l'Université catholique de Lille, hein, pour être 100% transparent avec vous. L'Université catholique de Lille délivre des DU, des diplômes universitaires, ou des CU. Mais les diplômes d'État sont toujours délivrés par des universités françaises publiques. Donc, le processus, disons que l'étudiant a fait des études dans l'une ou l'autre filière et il fait le choix de revenir en Grèce. Déjà, il a l'avantage qu'il a fait des études dans un pays où le droit n'est pas si différent, hein, même s'il y a de spécificités particulières. Donc, à partir du moment où l'étudiant fait ses études à l'étranger, sur notre établissement, il n'y aura aucun problème de reconnaissance en arrivant ici. Ils vont peut-être lui demander de passer quelques matières où le droit est très différent. J'ai en tête principalement le droit civil, la procédure civile, pénale. Procédure pénale, c'est plutôt d'inspiration de droit allemand, hein, dans ces cas-là. Mais pour le reste, en fait, il aura la reconnaissance qui lui permettra, comme tout diplômé d'université publique française, ce qui lui permet d'être inscrit au barreau d'avocat et exercer en fait la profession. Je voulais faire une question pour Sciences Po et ACN. Je voulais vous demander si les SAT font une différence dans notre application ou si vous ne les prenez pas en compte du tout. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Les SAT qu'on prend pour les États-Unis, par exemple, est-ce qu'on peut les mettre dans nos applications ou vous ne les considérez pas comme quelque chose? Si, tout à fait. On va prendre ça en compte aussi. Absolument. Mais écoutez, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Un point important qu'on n'aurait pas abordé. Le public a l'air d'avoir eu des réponses à ces questions. Merci infiniment. Merci infiniment. Ah oui, petite question avant de clore sur la question du logement. On ne va pas refaire un tour de table, mais peut-être très très brièvement. À Paris, la situation est extrêmement compliquée, en province un tout petit peu moins. Est-ce que vous pourriez très très vite nous dire dans vos établissements respectifs ce que vous pouvez proposer comme aide justement pour orienter les étudiants et qu'est-ce qui se passe dans vos villes respectives? À Lille par exemple, est-ce que les loyers ont atteint des niveaux prohibitifs? À Lille, non. C'est en fait des loyers qu'on peut assez facilement, sont presque la moitié de ce qu'on demande en fait à Paris. Paris, c'est assez compliqué pour tout le monde. Donc, nous, on a une résidence universitaire à Lille sur le campus principal, mais comme j'imagine mes collègues vont dire pour Paris, c'est très compliqué. Donc, on ne peut pas proposer des résidences universitaires. Par contre, on fait de partenariats avec des résidences qui peuvent éventuellement orienter les étudiants vers des logements. Et assez souvent, c'est un choix aussi de l'étudiant d'aller dans une résidence. C'est une autre chose à considérer. S'il veut vraiment aller vivre dans une résidence ou est-ce qu'il souhaite louer un appartement. C'est assez répandu en France de faire de colocation, d'être à plusieurs, en fait, à partager un appartement. Oui, alors du côté de Sciences Po, on n'a pas de logement nous-mêmes, mais on a des partenariats avec des résidences étudiantes. Donc, on a des places réservées. Et on a aussi un service logement qui accompagne les étudiants dans la recherche de logement. Donc, déjà, on publie quelques offres. Et en plus, on aide aux élèves. On leur dit comment on fait où on peut chercher des logements, comment on constitue un dossier, etc. Et de manière générale, comme ça a été dit, dans les villes moyennes et petites de France, c'est pas très difficile de trouver un logement. À Paris, parfois, c'est un peu plus difficile. Il faut y mettre un peu plus d'énergie et malheureusement un peu plus d'argent aussi. Mais en tout cas, je peux vous rassurer que tout le monde finit par trouver quelque chose. Il n'y a aucun étudiant de Sciences Po qui dort sur la rue. Alors, je vais aussi répondre pour ICN à Nancy. À Nancy, il n'y a pas du tout de problème pour le logement. Effectivement, c'est une ville étudiante. 50% des citoyens de Nancy sont des étudiants. Alors, c'est assez abordable au niveau financier.
À Paris, effectivement, c'est un peu plus difficile, mais on est basé à La Défense déjà. Alors, c'est peut-être aussi plus abordable pour les étudiants de trouver le logement aux alentours. Et après, on a toujours un service pour les étudiants étrangers. Il y a une personne dédiée qui leur aide dans la recherche. Du coup, ils vont vérifier si c'est vraiment un bon dossier, est-ce que c'est un bon logement, est-ce qu'il n'y a pas de choses un peu bizarres. Et du coup, on essaye toujours d'accompagner nos étudiants étrangers sur cet aspect-là. Voilà. Donc, concernant les SEC sur Paris, voilà, on n'est pas au cœur de Paris, on est en région parisienne à Cergy. Donc, ce qui fait en effet les tarifs sont plus bas, mais on a nos propres résidences étudiantes. On n'a pas de partenariat, on a vraiment une structure qui s'appelle l'Allégé SEC et les 4 résidences étudiantes qui sont vraiment aux alentours du campus. Elles sont à 5-15 minutes du campus et au niveau des tarifs, ça va de l'ordre de 500 à 700 € par mois, mais tout dépend après du type de chambre qu'on sélectionne, avec également la possibilité de ce qu'on appelle l'APL. Donc, c'est une aide qui est offerte par le gouvernement pour faire baisser également le prix du loyer. Donc, non, tous nos étudiants ont un logement, il n'y a pas de souci pour le campus à Cergy, en région parisienne. Voilà, les universités disposent en général de services d'accueil des étudiants étrangers qui les orientent sur cette question-là. Et nous-mêmes, enfin moi-même ici à Campus France, je peux aussi vous donner les liens vers les plateformes qui vous permettront de candidater dans les résidences universitaires, plutôt privées pour la première année, car les résidences universitaires publiques sont difficilement accessibles en première année, et également pour faire la demande d'aide au logement, puisque ce qu'évoquait Johanna à présent est absolument vrai. Tous les locataires ont droit à cette aide au logement dont je ne peux pas vous donner le montant, car elle est calculée sur le niveau du loyer et le revenu de la personne qui postule. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a fait naître d'autres questions. Faute de quoi, nous vous remercions encore une fois de votre présence et de votre attention. Et merci aux intervenants d'avoir proposé leurs éclaircissements sur les offres de formation. Ils vous attendent sur leur stand dans l'autre aile du bâtiment de l'IFG. Je précise qu'à 14h, nous avons une nouvelle table ronde sur les études d'ingénieur et à 16h, une 3e table ronde sur les études de master. Merci à vous et bon salon.